Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bienvenue à ce nouveau webinaire, comme vous pouvez le voir, qui portera sur les secrets d'une transmission réussie. Encore merci pour votre fidélité. Je vois que nous sommes encore très nombreux à ce nouveau webinaire sous un format un petit peu différent, comme vous pouvez le voir, et avec un invité de marque. Je vais te laisser te présenter, Olivier, qui travaille avec nous depuis un certain temps. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, à toi la parole. Bonsoir à tous, je suis Olivier Sénéchal, je suis le fondateur d'un cabinet de conseil en stratégie patrimoniale qui s'appelle OSL Conseil. J'ai le privilège d'habiter Caen, en Normandie, et pour autant, j'accompagne des clients dans la France entière. Et la particularité en fait de mon activité, c'est que j'accompagne souvent des familles, puisque c'est pour des familles entières que j'organise des transmissions de patrimoine. Et il m'arrive, dans certains cas, d'avoir les parents, évidemment, et les enfants. Des fois, les parents, les enfants et les petits-enfants. Et j'ai même une famille où j'ai des 4 générations, mais je dois avouer que c'est rare. Donc, tu es l'homme de l'art et tu seras notre expert pour le webinaire de ce soir. Et votre humble serviteur, donc moi, directeur commercial chez meilleurstpi.com. Alors, au programme, nous allons parler de différentes choses. Premièrement, nous allons redéfinir ce que c'est que la transmission. C'est important de partir d'une base solide et de la même base pour tous les auditeurs. Nous allons ensuite aborder le sujet de ce qu'il est possible ou non de transmettre. Nous parlerons également des idées reçues, puisque j'imagine que vous, comme moi, lorsqu'on est à table avec nos amis, nos proches, il y a des choses qui se disent, etc. Donc, on va essayer de démêler le vrai du faux. On parlera ensuite de cas très pratiques, avec des exemples que nous évoquera et que nous suggérera Olivier. Et ensuite, bien entendu, nous conclurons et nous permettrons de répondre, autant que faire se peut, à vos différentes questions. Alors, pour ceux qui assistent à ce webinaire pour la première fois, vous avez sur le logiciel un chatbox, donc un outil qui va vous permettre d'y laisser vos questions. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure de ce webinaire. On a également recensé un certain nombre de vos questions et nous vous remercions encore une fois, pour votre implication. Alors, évidemment, on ne sera pas en mesure, à mon avis, de répondre à l'intégralité de ces questions. Donc, n'hésitez pas, comme habituellement, à prendre contact avec votre conseiller pour un complément de réponse. Alors, on y va, on se jette. Premièrement, qu'est-ce que la transmission? Que peux-tu nous dire, Olivier, par rapport à ça? Eh bien, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on parle de transmission, il faut bien garder en tête qu'un adage, en fait, c'est qu'un euro bien donné, c'est un euro qu'on ne va jamais réclamer. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que transmettre, ça veut dire se déposséder de quelque chose et qu'on va donc le donner à quelqu'un. Et pour ceux qui ont du mal à retenir cet adage, eh bien, je vous renvoie à ce que se disent les enfants dont nous faisions partie quand nous étions à la cour de maternelle. Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Donc, le droit civil, ça dit que quand on transmet, on ne possède plus, ou alors on possède des fois pour partie ou avec des droits avec les autres. Et c'est ce qui va générer potentiellement des conflits. Et c'est ça, notre responsabilité, justement, c'est d'anticiper. Il faut que cette transmission, elle soit joyeuse, elle soit positive. Donc, pour qu'elle soit joyeuse et positive, eh bien, il va falloir savoir ce que l'on fait et comprendre à quoi on s'engage. D'accord, parfait. Et du coup, j'ai cru comprendre qu'il existait 2 façons de transmettre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à cela? Eh bien, tout à fait. On va pouvoir transmettre à 2 moments. Alors, j'allais dire de sa vie, ce n'est pas tout à fait juste, puisque le moment le plus classique, c'est au moment où justement il n'y a plus de vie, où il y a un décès. On appelle ça la transmission en succession. Mais on va également pouvoir transmettre de son vivant. Alors, si vous allez chez votre notaire, le petit jargon, ça va être une donation entre vifs, entre vifs, c'est-à-dire qu'on est vivant. Et là, on va être dans le registre des donations. C'est très important de distinguer les deux. Puisqu'on comprend bien que quand on est vivant, on peut très largement s'organiser. Il existe des outils pour s'organiser au moment de son décès, typiquement un testament par exemple, mais évidemment, le temps ne va pas jouer, il va falloir tout faire au même moment, au moment du décès. Et un élément qui est fondamental dans la transmission, c'est de réussir à mettre le temps de son côté, que le temps devienne un allié, puisqu'il existe des mécanismes en fait d'oubli fiscal qui font que, eh bien, plus on s'y prend tôt, plus on va pouvoir faire tout un tas de choses intéressantes et pertinentes. Alors, si je retiens ce que tu es en train de dire, tu parles d'anticipation. De toute façon, on est toujours soumis à la même règle, soit on anticipe, soit on subit. La loi, elle est extrêmement bien faite en droit français, c'est que si vous n'avez rien prévu, c'est prévu.
c'est ce qu'on appelle la loi par défaut, c'est dans le code civil. Ça, c'est l'excellente nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est rarement à votre avantage. Donc, plus on anticipe, plus on peut non pas contourner les règles, hein, il ne s'agit pas de contourner les règles, il s'agit justement d'utiliser les règles qui vont nous être favorables parce qu'elles répondent à nos préoccupations. D'où l'intérêt en plus de cela d'être accompagné évidemment par un professionnel. Alors, au niveau de la transmission, que pouvons-nous transmettre? Alors, évidemment, des sommes d'argent, hein, des biens meubles également, ça peut être des voitures, du mobilier, des œuvres d'art notamment, bien entendu des biens immobiliers. En général, l'épargnant français est plutôt au courant de ces choses-là à transmettre, de l'immobilier direct également, ou sous forme de pierre-papier, notamment au travers de SCPI. Les forêts également, c'est un peu moins connu en général, mais c'est également quelque chose que l'on peut transmettre, toujours soit en direct, soit au travers de fonds immobiliers, ce que l'on appelle vulgairement des groupements forestiers, mais aussi de la vigne et des groupements viticoles. Sans oublier bien entendu les valeurs mobilières, des actions, des parts sociales, SICAV, PCVM, etc. Et donc, en effet, Minsa, je crois que tu l'as très bien résumé, on peut tout donner, virgule, ou presque. Et ça nous donnera l'occasion de rebondir sur la première question qui a été posée, puisque toute la nuance est dans le ou presque. Bien entendu. Exactement, parfait. Alors, je pense on touche à un point assez intéressant de ce webinaire, puisqu'on va parler, là, on va commencer vraiment à parler de choses concrètes. Je pense que chacun des participants à ce webinaire ont des idées reçues en particulier ou des on-dit. On va essayer justement de trier le vrai du faux et tu vas nous aider à le faire, Olivier. Alors, la première chose que l'on peut se dire, c'est que plus on est riche, plus c'est simple de faciliter, de préparer sa transmission. Est-ce que c'est vrai? Alors, c'est quand même plutôt faux, mais il est vrai que pour organiser une succession, il vaut mieux avoir quand même un peu de patrimoine, sinon il n'y aura pas grand-chose à faire. Je dirais que être riche ne le facilite pas. En fait, ce qui facilite la transmission de la succession, de la donation, c'est plutôt l'ouverture d'esprit, c'est un état d'esprit. C'est est-ce qu'on peut en parler librement? Est-ce que ce sont des sujets tabous dans la famille ou est-ce que ce sont des sujets dont on peut parler de manière posée et calme? Il y a un point, par contre, sur lequel quand même j'insisterai. Je dirais pas qu'être riche facilite la planification. Je dirais que par contre, avoir un peu de liquidité est indispensable. Hein, je dirais toujours que l'argent liquide dans les successions, j'utilise toujours la même image. Organiser une succession, organiser des donations, c'est comme vouloir faire tourner un moteur. Eh bien, un moteur sans huile, on a beau avoir le plus beau moteur, il va casser. L'argent dans les successions, c'est l'huile pour faire tourner les rouages du moteur. Donc ça, c'est très important. Puis, il y a quand même une croyance, hein, c'est que dire, en fait, on pense toujours qu'il faut être très riche pour avoir un intérêt à organiser sa succession. Et on se rend compte, en effet, que non. Dès que l'on est taxable à la succession, tout de suite, on va payer, même pour des enfants, on va tout de suite payer 20% de droits. Ça arrive quand même assez vite quand on est propriétaire de sa résidence principale et ça s'organise très simplement et de manière extrêmement efficace. Il n'y a pas besoin d'être riche. Ce qui veut donc dire qu'en réalité, au vu de l'administration fiscale, ce serait 30-40% des ménages en France qui seraient considérés comme riches? Alors, au vu de l'administration fiscale, il y a à peu près 30% des successions qui sont taxées. Voilà. Il y a les successions en moyenne sont plutôt de faibles montants, mais celles qui sont taxées, elles viennent tout de suite à 20-30% de taxation. Ah oui, donc on y arrive assez vite. La deuxième idée reçue, c'est que préparer sa transmission, sa succession, ça prend du temps. Alors, c'est un peu vrai, mais je dirais, plus on s'y prend à l'avance déjà, ce sera un temps bien investi parce que ça va permettre de faire des économies. Alors, vous avez bien compris préparer sa transmission, c'est un acte de générosité. Celui qui prépare sa succession ne va jamais être plus riche. C'est ceux à qui il va transmettre qui vont recevoir plus d'argent. Mais du coup, ça peut être un excellent investissement. Et puis, le temps que vous allez y consacrer sera beaucoup moins d'ennui et de temps qui devra être mobilisé pour ceux qui vont recevoir si jamais vous n'avez rien organisé. Et le jour d'un décès, quand on est au courant de rien et que l'on hérite, même de ses parents, ça peut être quand même une histoire assez fastidieuse et coûteuse surtout. Donc, on revient à ce sujet de l'anticipation. Ça fait déjà quand même 2 fois que tu en parles. Ce sera sans doute ce qu'il faudra retenir de ce webinaire, ou pas d'ailleurs. L'anticipation, c'est le nerf de la guerre. Puisque si on n'anticipe pas,
on va revenir aux fondamentaux de la loi. Et la loi française est quand même extrêmement bien faite et extrêmement riche. Il existe non pas des artifices, mais des outils, en fait, qui sont disponibles pour tout un chacun, sauf qu'il faut les mobiliser au bon moment, à bon escient et avec les bonnes personnes. Et est-ce que ça coûte cher, justement, de préparer cette transmission? Alors ça, c'est une grosse idée reçue, de dire que ça coûte cher. En fait, ça va être tout le contraire. Plus on aura pris la peine d'anticiper, eh bien, moins ça va coûter cher. Et il y a des sujets sur lesquels, de toute façon, on ne fera pas d'économie. Je prends un exemple un peu caricatural. On imagine des parents qui veulent transmettre un bien immobilier à des enfants et donc se disent bon, bah, on va aller chez le notaire. Ça va coûter de la publicité foncière. Mais s'ils ne le font pas, le jour où ils décèdent, il y aura cette publicité foncière à payer. Donc en fait, il y a quand même une illusion à penser que ce qu'on ne dépense pas aujourd'hui, eh bien, ce ne sera jamais payé. La réponse est si ce sera payé. La bonne nouvelle, c'est que ceux qui n'ont pas organisé leur succession, eh bien, ils ne verront pas cette dépense puisque ce sont les enfants qui auront l'insigne honneur de devoir payer cette même somme. Donc, ce sont des fausses économies de ne pas s'organiser. Et puis, la fiscalité, il ne faut pas oublier que la fiscalité, aujourd'hui, on sait ce qu'elle est. Et il est fort probable, et je veux bien parier, sur le fait que la situation soit de plus en plus dure avec le temps. Donc, de là à prendre des paris en se disant que demain, ce seront des jours meilleurs pour les droits de succession, je pense que c'est un peu audacieux, un peu trop pour moi d'ailleurs. Je pense que personne ne te contredira de toute façon sur ce point-là. Une autre idée reçue, c'est que la succession, la transmission se prépare à la retraite. Alors, c'est faux. Non, je serais beaucoup plus mitigé. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la retraite, c'est un âge qui est décisif. Mais finalement, ce n'est pas toujours une question de est-ce que je pars à la retraite ou pas. La question, c'est est-ce que mon patrimoine me permet. Et puis finalement, quand j'aide mes enfants, est-ce que je veux les aider quand moi je suis à la retraite ou est-ce que je veux les aider quand eux, ils ont besoin. Ça, évidemment, ça dépend du niveau de richesse de chacun. Mais la retraite, en fait, c'est un petit peu trompeur. Souvent, c'est plutôt, je dirais, une bonne excuse, en fait, pour ne pas se préoccuper du sujet. Et ce que je dirais d'ailleurs, c'est que finalement, beaucoup de gens passent beaucoup de temps à préparer leur retraite, mais quand on travaille sur une optimisation et une préparation de succession, il y a un sujet central, c'est la protection du conjoint survivant. C'est quand même bizarre de passer énormément de temps et d'efforts financiers à s'occuper de sa retraite et de ne pas se préoccuper de la protection du conjoint survivant, parce que quand on organise une succession, c'est le premier sujet. Le premier sujet quand on fait une succession, c'est pas comment je fais pour transmettre le plus aux enfants, c'est pas du tout ça. Le premier sujet, c'est comment je m'assure mon autonomie à moi financière jusqu'à la fin de mes jours, première question. Deuxième question, comment j'assure une survie et une autonomie financière agréable à celui qui me survivra et qui partage ma vie. Et enfin, comment est-ce que je peux aider utilement les enfants maintenant que j'ai répondu à ces deux premières questions? On ne peut pas dissocier la préparation de la retraite de la préparation de la succession. Alors, tu suscites en moi une question. Comment est-ce que tu évaluerais le pourcentage de tes clients qui viennent te voir avec ces réflexions-là déjà menées? Parce que j'ai l'impression que c'est plutôt un professionnel qui amène les épargnants à se poser ces questions-là. Les gens qui viennent en parler spontanément sont extrêmement peu nombreux à cause de ces idées reçues. L'idée que ça va coûter cher, l'idée que, alors souvent, les gens se tournent vers leur notaire. Des fois, c'est très bien fait. Des fois, on ne traite que la partie immobilière et on ne parle pas de l'épargne, etc. Donc, c'est vraiment à géométrie très variable. La réponse, du coup, est très peu de gens viennent spontanément. Et ce sont soit, en général, ils viennent me voir en parler quand ils ont été heurtés par le sujet dans leur famille proche. D'accord. Voilà. Il faut un drame familial qui montre qu'on n'est pas éternel, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et du coup, ils se disent qu'il n'y a pas que chez les autres que ça arrive. Et maintenant, il va falloir se prendre en main. Comprends. Et est-ce que du coup, cette transmission, cette succession doit se préparer le plus tôt possible? Parce qu'on a parlé de la retraite. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut y penser dès l'entrée dans la vie active? Alors, l'entrée dans la vie active, je ne dirais pas ça. Mais par contre, il faut bien comprendre que c'est un sujet, à mon avis, qu'il faut se poser dès que l'on a des enfants. Je dirais que quelque part, tant qu'on n'a pas d'enfants, si on disparaît, c'est bien triste pour soi-même, mais ce n'est pas forcément un drame pour les autres. Enfin, ça dépend des relations qu'on a avec notre famille, tu me diras. Mais là, ce qui est important, c'est de se préparer le plus tôt possible, mais de ne pas faire n'importe quoi. J'ai bien dit que
on peut préparer, mais attention, il y a des choses qu'on va pouvoir faire dans une succession qui seront irréversibles et d'autres réversibles. Plus on s'y prend tôt, plus il faut bien faire attention à faire des choses qui vont être réversibles. On ne sait pas, la vie est longue, on ne sait pas combien peut-être on va avoir d'enfants. On peut être marié un jour et divorcer un autre jour. La vie est faite ainsi. Donc il faut bien être accompagné pour se dire ce que je fais en connaissance de cause et je ne m'engage pas dans des chemins que je regrette. D'accord, très clair. Il n'y a qu'à ses enfants qu'on peut transmettre. Est-ce que c'est vrai, ça? Alors, ça, c'est une grande croyance, hein, en effet. C'est qu'on ne peut pas déshériter ses enfants et capter tout, etc. C'est totalement faux. On peut donner à toute personne dans son entourage, virgule, à condition de respecter les droits des enfants, parce qu'en effet, les enfants ont une place particulière dans la succession, mais néanmoins, en s'organisant, on peut faire des choses extrêmement généreuses pour d'autres personnes qui ne sont pas nos enfants. D'accord. J'imagine qu'il y a des outils bien spécifiques pour cela. Il y a des outils très spécifiques, il y a des modalités particulières, mais c'est extrêmement efficace. D'accord. En tout cas, c'est ça. Alors évidemment, vous l'avez compris, on l'a répété, on ne le redira jamais assez. Faites-vous accompagner pour ces réflexions-là, afin de vous poser évidemment les bonnes questions et également de pouvoir discerner le vrai du faux, bien entendu. Alors, on va passer à la partie un peu plus cas pratique. Alors là aussi, on a essayé de voir le plus large possible, dans le sens où on va essayer de prendre des cas particuliers, des cas bien précis, et de pouvoir mettre en face des solutions en adéquation avec les profils qui ont été évoqués. Évidemment, ce ne sont que des pistes de réflexion et il faudrait voir au cas par cas pour pouvoir trouver la bonne solution qui corresponde au bon épargnant. Alors déjà, il existe plusieurs outils à notre disposition pour pouvoir préparer cette transmission. Alors évidemment, ça va tourner autour du don de somme d'argent, des groupements fonciers, de produits dont on a déjà parlé d'ailleurs avant de rentrer dans le vif de ce webinaire. L'assurance vie, évidemment, qui est en général le placement qui est le plus plébiscité, ou en tout cas le plus connu du grand public lorsqu'il faut préparer sa transmission. Alors, imaginons, Olivier, que je sois ton client, que je vienne te voir et tu réalises évidemment tout cet audit patrimonial, tu me questionnes, etc. Et je te dis, voilà, j'ai des enfants et mon patrimoine est inférieur à 1 million d'euros. Pour ce type de profil, que me recommanderais-tu? Quelles seraient tes pistes de réflexion? Dans l'absolu, évidemment, il va quand même falloir voir la part que représente l'immobilier dans tout ça. Par exemple, ta résidence principale. Ma réflexion quand même serait, avec un patrimoine inférieur à 1 million d'euros, il faut faire attention quand même à ne pas trop se démunir. Je ne sais pas la retraite à laquelle tu auras droit plus tard. Je ne suis pas certain que les promesses que tu aurais de retraite aujourd'hui soient tenues le jour où tu auras peut-être la chance d'y arriver. Donc, j'aurais tendance à te dire, gagne sûrement du temps, c'est-à-dire prépare. Notamment, j'irai sur des choses simples, de l'assurance vie avant 70 ans. On va avoir des abattements quand même qui sont, je dirais, sans rien faire de raffiner. On va être quand même sur des abattements intéressants de 152 500 € pour chacun des enfants. Si tu es marié avec 2 enfants, bah, toi, tes enfants, ça fait 2 fois 152 500 €. Ton conjoint, c'est la même chose. On est quasiment sur 600 000 € à 0 € de taxation. Et l'avantage de l'assurance vie, c'est que tant que tu en as besoin, l'argent reste à toi. Donc, quand je disais, il ne faut pas se démunir, et là, on est dans ce cas-là, et c'est pour ça que je pense que quand on est sur des patrimoines de cette amplitude, dans un premier temps, il faut préparer pour quand on ne sera plus là, mais il faut quand même penser à ne pas aller réclamer de l'aide à des enfants si un jour, par exemple, on est dépendant. À l'approche des 80 ans, il faudra quand même envisager les dons de sommes d'argent, puisqu'on peut donner à ses enfants des sommes d'argent avant ses 80 ans, dans la limite de 31 865 €. Si tout le monde retient 30 000 €, ce sera déjà très bien. Donc voilà, donc je dirais première étape. 80 ans. Ah oui, les 80 ans. En fait, il y a des âges clés dans une succession. Il y a les 70 ans, les 80 ans, et pour une autre raison, tous les anniversaires finissent par un 1. Donc les 61, les 71, les 81, là c'est sur d'autres mécanismes, pas sur l'assurance vie, mais en effet, ça va jouer. Donc c'est un âge qu'il faut piloter, les 70 ans, de même pour les 80 ans. Parfait, très très clair. Deuxième cas de figure, imaginons que je sois à la retraite.
j'ai des enfants, mais cette fois-ci, mon patrimoine est supérieur à 1 million d'euros. Est-ce que l'assurance vie est toujours la solution numéro 1 que tu envisages? Alors, en fait, je dirais, elle fera partie du panorama. Mais il faut sortir de l'idée absolue qu'il existe la panacée, c'est-à-dire que l'assurance vie va tout résoudre ou que les dons vont tout résoudre. Non, en fait, c'est ça qui est intéressant dans ce métier, c'est de se dire qu'en fait, on a affaire à un gigantesque mécano, on a plein d'outils à notre disposition, et c'est en utilisant les différents outils dans des proportions fines et réfléchies qu'on va faire quelque chose de bien. Donc, on va retrouver évidemment l'assurance vie avant 70 ans. C'est un peu la base, ça, l'assurance vie. C'est ton honnêtement, je dirais quand même que l'assurance vie, j'ai quand même pas beaucoup de cas en tête où c'est un outil inutile. Voilà. Donc, c'est le coup tout de suite, on va dire. De la même façon que quand j'ai commencé à travailler, la première chose que j'ai faite, c'est ouvrir un livret A. Alors, ça fait rêver personne d'avoir un livret A, mais quand on doit payer une régularisation d'impôts, qu'on doit se lancer dans la vie, qu'on a un achat un peu conséquent, bon, c'est quand même bien pratique. L'assurance vie, en termes de succession, c'est ça aussi. Donc, de l'assurance vie avant 70 ans, j'aurais quand même pu rajouter de l'assurance vie aussi après 70 ans sur des stratégies extrêmement différentes parce que ça n'a pas les mêmes caractéristiques. On garde nos donations avant 80 ans avec les dons exceptionnels de sommes d'argent. Et puis, on va pouvoir… 30 000 euros. Voilà, les fameux 30 000 euros. Et puis, on peut aller chercher notamment, je pense, à des ajustements sur le contrat de mariage. Hein, le droit matrimonial peut être évolué. Il ne s'agit pas de faire passer tous les gens qui sont en communauté en séparation de biens, parce que ça, en général, c'est vécu plutôt comme un affront. Hein, mais on peut tout à fait rester en communauté, ajuster son contrat de mariage, prendre des dispositions. Vous avez peut-être déjà entendu parler de donation en air vivant, de testament. On peut faire des choses assez fines qui vont permettre de transmettre de manière plus fluide son patrimoine et surtout pour un coût moindre. Et surtout, ça n'a pas l'air très compliqué. Non, ce n'est pas extrêmement compliqué. Il faut s'y intéresser, c'est tout. Et il faut être prêt à aller vers des personnes qui ne vont pas être là pour uniquement dire mettez tout votre patrimoine dans une assurance vie et vous verrez, tout sera fait de merveilles et de sucreries. D'accord. C'est simple, mais il ne faut pas que ça devienne simpliste. Il ne faut pas être simple. D'accord. Comme toujours. Très clair. Autre cas de figure, je suis toujours retraité, mais cette fois-ci, j'ai des petits-enfants. Mon patrimoine reste supérieur à 1 million d'euros. Que pourrais-tu me recommander? Alors là, ça va d'ailleurs faire le lien avec une question qui nous a été posée dans le chat, savoir qu'est-ce que je peux donner, qu'est-ce que j'ai le droit de donner à mes petits-enfants. Alors, la présence de petits-enfants vient énormément bousculer la stratégie. On va pouvoir faire… Alors, parce que les petits-enfants sont des personnes à part entière. Et je m'explique. Les petits-enfants, en fait… D'abord, ils ont le droit à un abattement spécifique. Tout le monde, j'exagère évidemment, mais souvent les gens sont au courant qu'un enfant peut recevoir jusqu'à 100 000 euros en franchise de droit de la… Eh bien, un petit enfant peut recevoir 31 865 euros de la part de ses grands-parents. Et contrairement à ce que l'on croit, sans aucune contrainte, peu importe l'âge du grand-père ou de la grand-mère, peu importe l'âge du petit enfant. C'est une niche fiscale. Ça, c'est une niche fiscale qui n'est pas du tout exploitée. C'est d'autant plus grave qu'elle n'existe que quand on le fait, quand on est vivant. Si je transmets, c'est la question qui nous est posée, est-ce que je peux transmettre à mon décès, à mon petit-fils, ce 31 865 euros d'exonération n'existe plus. Donc ça, il faut anticiper. En fait, quand je dis qu'il y a des croyances sur le fait que ce n'est pas toujours accessible, ça, c'est lié à un malentendu. C'est-à-dire qu'il existe un autre abattement qui est possible, mais en effet qui est soumis là à condition. Il faut que les grands-parents aient moins de 80 ans et que les petits-enfants aient plus de 18 ans. Et dans ce cas-là, les grands-parents vont encore pouvoir transmettre une nouvelle fois 31 865 euros, là où c'est trompeur, parce que c'est le même chiffre dans les deux cas. Et là, par contre, ce sera obligatoirement des liquidités. Alors, attention, ce que je dis toujours, il faut être généreux, c'est super, mais… alors, ne pas se déposséder, mais quand on a des petits-enfants, attention à la responsabilité. On donne à des petits-enfants, il faut que ce soit des projets positifs et que cet argent ne serve pas à aller faire la fête ou avoir une vie de nabab. Là, ça devient plus un cadeau. On ferait mieux de ne rien faire. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, quand on a
des petits-enfants, on va pouvoir retravailler toutes les clauses bénéficiaires d'assurance vie. Et là, on va passer dans un monde où, tout à l'heure, je disais 152 500 € par enfant. Là, on va pouvoir faire des choses beaucoup plus raffinées où on va, comme je le dis, en fait, l'histoire des 152 500 € par personne, bon, c'est un peu la version pour les enfants. Mais quand on travaille dans le détail et qu'on fait les choses finement, on est sur des sommes beaucoup plus importantes que pour transmettre en franchise de droit sur des… Alors, les clauses, c'est sûr, elles ne tiennent plus en 3 lignes, ce n'est pas les 3 dans ton cas. Tu as dit un gros mot là, je ne suis pas sûr que tout le monde t'ait suivi, mais qu'est-ce qu'une clause bénéficiaire? Ah oui, c'est important. Alors, quand on souscrit un contrat d'assurance vie, on met de l'argent dessus. Tant qu'on est vivant, cet argent nous appartient et on a la possibilité de l'utiliser. Pour autant, quand on a souscrit, on a rédigé une clause bénéficiaire. Le plus souvent, ça se résume par une croix dans une case. Et cette croix dans une case, elle dit à qui devra aller l'argent le jour où on disparaîtra. La clause, en général, avec la croix, c'est mon conjoint, à défaut, mes enfants. C'est une version assez pauvre de la protection de la famille. C'est ce qu'on fait tous. Oui, c'est un vrai problème de conseil. La plupart du temps, c'est parfaitement inadapté. Donc, ça a des conséquences fiscales graves. On rate en général les objectifs qu'on s'était fixés. Pour ça, il faut rédiger une clause bénéficiaire sur mesure. Et une clause bénéficiaire sur mesure, des fois, ça tient plutôt sur une demi-page et des fois, ça tient même sur 2 pages. Mais c'est comme tout. En fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que les clauses bénéficiaires par défaut que nous proposent les assureurs ou nos conseillers financiers, etc., en fait, il ne faut pas cocher par défaut, quoi. Il faut que ce soit beaucoup plus personnalisé. Il faut que ce soit personnalisé. Ça, c'est indispensable. Et quand je dis personnalisé, je ne dis pas qu'il faut simplement dire comment le fils s'appelle, où il habite et quand est-ce qu'il est né. Ça, c'est une obligation légale. Non. Ce que je dis, c'est qu'on peut faire des choses beaucoup plus raffinées. On va donner le choix aux gens. On ne sait pas à quel âge on va recevoir l'argent. Et le jour où je vais recevoir l'argent de mes parents, est-ce que j'en aurai besoin? Si j'en ai besoin, très bien, mais si j'en ai pas besoin, pourquoi est-ce que je serais obligé de le prendre? Ce n'est pas efficace. Je vais le prendre pour le redonner, repayer des droits. Enfin, voilà. Tout ça, ça se travaille. Et ça se travaille par les clauses bénéficiaires. En fait, ce que tu es en train de nous dire, nous tous, c'est reprenez vos clauses bénéficiaires et il y a du travail. C'est indispensable. Moi, je donne toujours un indice. Je dis toujours, alors là, on parle souvent plutôt des grands-parents. Dès qu'il y a une naissance dans une famille, on doit impérativement refaire le point sur ces clauses bénéficiaires. Si on ne le fait pas, c'est qu'on est en train de rater quelque chose. C'est clair, net et précis. C'est clair. Parfait. Tu avais autre chose à nous dire sur le profil du grand-parent Il est déjà bien avec ça, je pense. Voilà. Un autre cas qui sort un petit peu, on va dire, du cadre parents, enfants, grands-parents. Cette fois-ci, je n'ai pas d'enfants et je souhaite transmettre plutôt à mes neveux et à mes nièces. Alors, là, il y a vraiment intérêt à anticiper. Ça, c'est une promesse électorale qui n'avait pas été tenue. Enfin, c'est peut-être un peu naze, promesse électorale non tenue. Mais il était justement question de remettre à plat la fiscalité pour les neveux et nièces quand on n'avait pas d'enfants et de fiscaliser ça comme des enfants. Ça, c'est tombé aux oubliettes. Ce qui veut dire qu'une taxation d'une tante à son neveu, c'est extrêmement cher. On dépasse tout de suite la moitié en droit de succession. Donc là, il faut c'est comme si on n'était pas de la même famille, quasiment. Presque, oui. Il n'y a pas énormément d'écart. C'est 60% quand on n'est pas dans la même famille. Oui, il y a un peu touche-touche. Là, il faut vraiment anticiper sur l'assurance vie. C'est indispensable. Donc là, le cap des 70 ans, il est énorme. On a une possibilité sur les bons de somme d'argent. C'est pas très connu, ça, mais avec les neveux et nièces quand on n'a pas d'enfants. Et là, il va falloir aller sur ce qu'on appelle beaucoup le démembrement. Le démembrement, c'est quand on donne la nue propriété d'un bien et qu'on en conserve l'usufruit. Alors, l'usufruit, ça veut dire je conserve les revenus pour moi en attendant que mort s'en suive, c'est qu'à le dire. Et le nu propriétaire, lui, il a le droit de croiser les bras et d'attendre que sa tante décède. Et ce jour-là, eh bien, le bien qui aura été transmis le sera en franchise de droit. On aura payé les droits sur la nue propriété. L'usufruit, lui, n'aura jamais été taxé. Si je reprends ce que tu disais, l'idée est de pouvoir préparer, anticiper sa transmission, mais en même temps ne pas s'appauvrir et pouvoir continuer d'en percevoir et de jouir de son bien ou de ses biens. C'est le plus important d'ailleurs. Parce qu'être généreux, c'est bien, mais penser à soi, c'est pas mal aussi. Ça a quelques vertus. Très clair. Parfait. Alors, une question un petit peu, on va dire, je te prends un petit peu à contre-pied cette fois-ci.
on va plutôt se focaliser sur l'immobilier en soi. On a régulièrement, toi comme moi, des épargnants, des clients qui ont un certain âge, qui ont un certain parc immobilier et qui n'ont plus forcément la force, l'envie, la volonté de vouloir le gérer. Et surtout, ils se posent la question, mais qu'en feront mes héritiers de ce parc immobilier? Est-ce que déjà ils le veulent et est-ce qu'ils sont capables de le gérer? Qu'est-ce que tu pourrais proposer à une telle personne? Ça c'est un énorme sujet. Hein. Il y a beaucoup de fantasmes sur la transmission de l'immobilier, mais aujourd'hui, des enfants qui reçoivent un parc immobilier, les vies ne sont plus du tout les mêmes. Je pense à de la mobilité qui, pour la génération des grands-parents que j'accompagne, était sur un niveau régional, elle est passée à un niveau national. Aujourd'hui, j'ai de la mobilité internationale. Comment gérer un appartement quand on habite à 3000 km? Ça, c'est une excellente question. Des problématiques de fiscalité qui se posent, des problématiques de complexité juridique. Hein, on le voit avec ces histoires de diagnostic énergétique. Je pense que même le ministre du Logement ne sait plus exactement. Et alors souvent, là, il y a de l'interrogation à savoir est-ce qu'il faut transmettre ce parc ou le vendre. Si on veut le transmettre, on le transmet. Et en général, c'est ce que je dis, c'est dire vendre n'est pas un projet. Parce qu'une fois qu'on a vendu, il faut réinvestir. Alors, la vente d'un parc immobilier, ça se pilote, notamment, par exemple, par rapport à l'impôt sur les plus-values immobilières. Il faut voir si on a intérêt ou pas. Et quand on y a intérêt, eh bien, on peut se poser la question du réinvestissement. Alors, 99% des clients que j'ai, leur parc immobilier se situe en France, donc c'est de la fiscalité purement française. Et c'est vrai que dans certains cas, on peut avoir un intérêt quand on vend à réinvestir sur des SCPI à dimension internationale, en fait, pour bénéficier de mécanismes liés aux accords bilatéraux entre les pays, je pense notamment entre la France et l'Allemagne, sur une taxation qui est plus douce, beaucoup plus douce des revenus fonciers et des exemptions totales ou partielles sur les prélèvements sociaux, ce qui ne gâche rien. Justement, d'abord, ça allège la gestion et en plus, on a moins de fiscalité. Donc, c'est quelque chose qu'il faut mesurer. Après, il y a un autre élément, c'est que quand on a un appartement, aussi beau soit-il, et qu'on n'a que 2 enfants, eh bien, on le donne à 2 personnes, il faut qu'ils se débrouillent avec. Alors, pour le meilleur et pour le pire, quand ça se passe bien, c'est formidable, mais quand ça se passe mal, eh bien, finalement, les SCPI ont un avantage, c'est que quand on vend, on peut réinvestir dans des SCPI, on va pouvoir acheter un nombre de parts. Là, j'ai 2 enfants, je vais prendre un nombre de parts divisé par 2 et je vais faire en sorte que chacun soit chez lui. Et ça, c'est formidable parce que s'ils veulent avoir le même destin, ce sera possible. Et s'ils veulent avoir des destins différents, eh bien, ils ne seront pas tenus par leur frère qui ne peut rien entendre. Merci pour ces conseils, Olivier. Donc, ce que tu nous dis, c'est qu'il existe donc de nombreux outils qu'il faut évidemment utiliser à bon escient et selon le profil de chacun. On ne va pas les revoir tous ensemble. Évidemment, il en existe d'autres. Des outils, ce ne sont pas les seuls. Souvenez-vous qu'on était simplement en train de vous donner quelques exemples, de déblayer un petit peu le terrain et de vous montrer qu'il était possible, avec quelques outils, de faire énormément. Mais encore une fois, rapprochez-vous de votre conseil qui vous donnera évidemment et vous apportera les meilleurs conseils. Tiens. En conclusion, eh bien, on s'est dit plusieurs choses, Olivier. Tu as parlé, bien entendu, de l'anticipation. C'était un mot que j'ai entendu à plusieurs reprises. Tu as parlé également de ce concept de donner ses données et reprendre ses volets. Donc, c'est important, évidemment, de penser à soi et à ses objectifs personnels et également à sa situation personnelle vis-à-vis, notamment du conjoint survivant dont tu as parlé. Bien entendu, il existe d'autres questions qu'il faut se poser au préalable avant d'envisager une quelconque solution, un quelconque outil. Ça peut être, est-ce que j'ai besoin de revenus complémentaires, quid de la fiscalité, quelle est la maturité également de mes enfants ou petits-enfants, et tu voulais rajouter quelque chose. Oui, c'est un sujet en fait sur lequel on n'a pas d'expérience personnellement, parce qu'on c'est pas un sujet que l'on traite régulièrement. On a sa propre succession à régler, à anticiper. Alors peut-être qu'on a eu de l'expérience avec ce qu'on a pu connaître dans sa propre famille, mais voilà, c'est la clé, moi, quelque chose qui me revient fréquemment quand j'échange avec mes clients, c'est que à force d'en faire moi, eh bien, j'ai des retours d'expérience à partager. Alors, l'expérience de l'un ne fait pas la solution de l'autre, mais n'empêche que ça donne des points de repère et surtout, ça permet d'éviter les plus gros écueils, puisque la sortie de route, quand même,
est assez facile à faire et on ne fait pas ça justement pour faire des sorties de route. On fait ça justement pour que ce soit organisé, apaisé, efficace et que ce soit profitable à chacun. Bien sûr. Et vu le nombre d'années que tu exerces ce métier, j'imagine qu'il y a aussi parfois des profils qui se rapprochent les uns des autres. Et ça peut aussi te permettre d'utiliser ton expérience. Alors, oui, mais il faut faire attention. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de patrimoine et de taille de fortune. C'est avant tout une dimension de psychologie et de relations familiales. L'argent n'est pas une fin, c'est juste un moyen. Il va falloir organiser tout ça avec les contraintes de chaque famille et qui sont liées aux histoires familiales qui sont personnelles. Donc, on retient que tu es également un petit peu psychologue aussi. Énormément. Énorme. Autre outil qui nous paraît être relativement important, c'est ce qu'on appelle chez nous le cahier au cas où. C'est-à-dire que, tu l'as dit tout à l'heure, Olivier, on ne sait pas de quoi demain est fait. Et c'est aussi important de pouvoir rendre disponible à ses héritiers, aux conjoints survivants, si jamais un accident tragique nous arrivait, eh bien, aussi bien les personnes de confiance à contacter, mais également, pourquoi pas l'historique des différents contrats pour éviter, en plus de la peine d'être parti et de laisser sa famille, d'avoir également la peine d'avoir à rechercher dans toutes sortes de documents pour savoir quel était le patrimoine, tout à fait, qui est-ce qu'il faut contacter, etc. D'autant plus que, je rappelle un point, c'est que quand il y a un décès, bon, il y a la tristesse du décès, mais on a 6 mois pour acquitter les droits. Ah oui, donc, alors après, la maison fait crédit, mais le crédit est un peu prohibitif. Donc, 6 mois, ça passe très vite. Quand un décès n'est pas du tout et arrive de manière soudaine, quand il n'est pas du tout anticipé, quand on ne sait pas où chercher, etc. 6 mois, des fois, pour chercher les fonds et les obtenir, c'est loin d'être facile. Et ce genre d'information peut faire gagner un temps précieux. Donc, tu vois, pour moi, c'est vraiment le mot que je retiens aujourd'hui, c'est vraiment anticipation. Oui, je crois. Ça vient clôturer ce que j'avais pressenti au début de cet entretien. Écoutez, on a eu un certain nombre de questions que vous nous avez posées. On va prendre quelques minutes pour y répondre les unes à la suite des autres. Encore une fois, désolé pour ceux qui seront déçus. On n'a pas pu prendre vos questions, mais je pense en tout cas qu'on a retenu les... Je vais essayer d'en regrouper quelques-unes pour essayer de contenter un maximum de personnes. Alors, une question, c'est combien peut-on transmettre en assurance vie pour chaque enfant? Alors, si je faisais le naïf, je dirais un chiffre illimité. La question, c'est la taxation. Donc, j'imagine que la personne qui m'a posé cette question-là, c'est combien peut-on transmettre en franchise de droit pour chaque enfant? Il y a 2 chiffres à retenir. 152 500 € par enfant pour les alimentations de contrat avant 70 ans et 30 500 € par personne qui transmet, on est de l'autre côté, là, on est sur la tête du grand-père, après ses 70 ans. Mais je tiens à préciser que ça, c'est un peu la version pour les enfants, puisque en faisant des choses beaucoup plus raffinées, beaucoup plus élaborées, on peut être sur des chiffres assez surprenants. Si je prenais l'exemple de 2 grands-parents qui ont 2 enfants et les 2 enfants ont chacun 2 enfants, donc c'est une famille un peu image d'Épinal, 2 enfants, 4 petits-enfants, sans aucune difficulté particulière, on peut transmettre des sommes largement supérieures à 1 million d'euros. Sans aucune fiscalité. Oui, incroyable. Oui, c'est incroyable, mais c'est rarement le cas, parce que en général, c'est mon conjoint à défaut de mes enfants, et ça, ça ne marche pas, et ça, on ne va pas atteindre ce score. Donc voilà, donc c'est comme tout, c'est une question d'organisation. Très bien. Comment transmettre un PEA et un compte titre? Alors, un PEA ne se transmet pas. Un PEA, quand on est titulaire d'un PEA et qu'on décède, le PEA est clôturé et devient un compte titre. Donc, quand on a un PEA, finalement, on transmet un compte titre. Comment est-ce qu'on peut transmettre un compte titre? On peut le transmettre de son vivant ou à son décès. Alors, c'est très particulier, les transmissions de compte titre de son vivant. Je recommande de faire appel à un professionnel. Il y a des mécanismes et des mécanismes fiscaux qui peuvent poser énormément de problèmes en termes de gestion. Donc là, il ne faut pas faire ça sur un coin de table. Il faut vraiment se faire accompagner. Alors, vous êtes plusieurs à nous avoir posé la question si ce webinaire serait disponible en replay. Comme les webinaires précédents, évidemment, nous vous enverrons le replay pour ceux qui n'ont pas pu y participer ou pour ceux qui sont arrivés en retard notamment, donc vous ne raterez rien. Alors, on me demande, lorsque des biens font partie d'une SCI,
familiale ou non d'ailleurs, les droits de succession sont-ils atténués? Alors ça, c'est une énorme croyance. C'est-à-dire que quand on met les biens dans une SCI, eh bien, comme par enchantement, les droits de succession vont disparaître. C'est très à la mode, ça. Alors, qui nous parle de ça. Oui, et ça, alors ça, j'aimerais qu'on m'explique comment c'est possible, parce que je ne vois pas, sauf à frauder. Mais la fraude n'est pas une stratégie. La fraude, c'est de la fraude. Voilà. Donc non, mettre ses biens dans une SCI familiale, ça ne va rien résoudre. La SCI familiale peut être un outil extrêmement intéressant dans certains cas, mais il va falloir qu'il y ait des histoires de crédit, de refinancement, etc. La simple SCI ne va rien résoudre. D'accord. Le financement de la SCI va peut-être être un outil intéressant, mais c'est quelque chose qui est fin à faire. Okay. Alors, peut-on faire une donation de SCPI sans intervention d'un notaire? Oui, c'est possible. Ça s'appelle un don manuel. Alors là, je vous dirais que sur le plan pratique, quand vous faites un don manuel, c'est-à-dire que c'est un don de la main à la main. Donc, comme on fait de la main à la main, bah, on n'a pas besoin de notaire. On parle d'immobilier. Alors, oui, mais on parle de parts. En fait, ce sont des parts de société. Donc, des parts de société, ce n'est pas de l'immobilier, ce sont des parts de société. Donc, ce sont des meubles. Et des meubles, on peut les donner de la main à la main. Attention, ça se déclare à l'administration fiscale. Vous avez 30 jours pour le faire. Et pour le faire, il faut se connecter sur son site impôt.gouv et déclarer un don en ligne. Il faut dire ce que vous avez reçu, pour quel montant et de qui vous l'avez reçu. Ce qui va permettre éventuellement de calculer les droits. Est-ce que tu conseilles de le faire ainsi? Moi, je n'aime pas beaucoup, surtout pour une raison simple, c'est que quand on fait un don manuel, ça c'est un mot que souvent les gens ont entendu, on fait certes une donation, mais comme il n'y a pas de notaire, ça ne peut pas être une donation partage. Et j'aime beaucoup la donation partage parce que la donation partage sécurise tout le monde sur la vie entière. Alors que quand on fait une donation simple, il est possible qu'on doive faire des comptes d'apothicaire au moment du décès. Et dans les fratries où il y a, ça ne se passe pas bien, eh bien, on a ouvert la boîte de Pandore. Tout ça pour économiser quelques sous pour l'acte notarié. Je ne suis pas sûr que ce soit un excellent calcul. Tout ça se pense et il faut mettre en place une stratégie au préalable. Oui, très clair. Peut-on intégrer des parts de SCPI dans une SCI? Tout à fait, il n'y a aucune contre-indication médicale, ça se fait tout à fait simplement. Je ne vois pas tellement, ça ne ferait rien gagner de particulier sur la succession, il faudrait regarder dans le détail, mais en tout cas, techniquement, on pose la question est-ce que c'est possible? La réponse est oui, c'est possible. Alors, on va peut-être prendre une dernière question, Olivier, parce qu'on commence à arriver. On dépasse. Ah oui, on dépasse. Alors, voilà, je fais la dernière. Est-ce qu'on peut transmettre quelque chose directement à nos enfants, nos petits-enfants, sans payer droit à notre décès? Dans la succession, pas tellement, puisque, je l'ai dit, les petits-enfants, c'est 31 865 € à condition d'être vivant. Si vous voulez faire quelque chose de gratuit à votre décès, là, il va falloir s'appuyer sur de l'assurance vie. Et je crois que vous avez compris. Je crois que tu as compris, Minsa. Le diable est dans le détail. Quand on a plusieurs assurances vie, il y a des assurances vie sur lesquelles ça va être très pertinent d'appeler les petits-enfants et d'autres sur lesquelles ça va être complètement contre-productif d'appeler les petits-enfants. Donc, ce n'est pas parce qu'on a des contrats d'assurance vie qu'on lance des dés et qu'on dit j'ai fait le numéro 3, donc je prends le contrat d'assurance vie numéro 3 et ce sera celui-là pour les petits-enfants. Pas du tout. Il faut regarder les caractéristiques techniques des contrats d'assurance vie, regarder l'âge du capitaine, à quel âge il a de verser, enfin, il y a plein de paramètres à regarder. Et quand on a fait cette étude, on sait que c'est sur ce contrat d'assurance vie qu'il faut aller taper pour donner les petits-enfants. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir transmettre plus en coûtant moins. Voilà. Évidemment, c'est ça que l'on cherche pour aider sa famille, pour maintenir l'entente familiale. C'est très, très clair. Mais écoutez, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup. Et vous avez été très nombreux, encore une fois, à nous écouter. Nous vous en remercions. Merci bien pour toutes vos questions. Alors, encore une fois, désolé pour celles que nous n'avons pas eu le temps de traiter, mais comme j'aime vous le dire, prenez contact avec votre conseil, avec un professionnel. Vous avez compris que les choses étaient loin d'être simples. Et en tout cas qu'il fallait les anticiper et mettre en place une vraie stratégie. Merci encore pour votre écoute. Merci Olivier. Merci Minsa. J'espère que tu reviendras. Si je suis invité. Ce sera avec plaisir. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. À bientôt.